Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où c'est très sombre autour de moi. Je sais, je suis pas dans mon environnement habituel. Et c'est parce que j'ai déménagé. Je viens d'arriver en France. C'est la canicule. Il fait très chaud, donc j'ai fermé tous les volets, ce qui explique que cet environnement un peu différent et cette image un peu pourrie, cette luminosité un peu pourrie en tout cas. Voilà, c'est temporaire, mais c'est le cas aujourd'hui. J'avais quand même envie de faire cet épisode. J'avais quand même envie de partager des choses avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la HRV, qui est la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC en français, mais je pense qu'en général, on entend plutôt parler de HRV, de l'acronyme anglais. Donc on en entend beaucoup parler ces derniers temps, depuis quelque temps parce qu'avec les montres et les bagues connectées, on a accès à cette mesure en fait, à laquelle on n'avait pas du tout accès avant. Il fallait aller dans un laboratoire si on voulait connaître sa HRV. Et maintenant, ça nous est accessible et on nous vend ça comme un marqueur fiable de notre état général. Alors, j'avais envie de faire cet épisode, pardon, pour expliquer ce que c'est vraiment la HRV, pourquoi c'est un marqueur qui est effectivement intéressant, et ce que ton chiffre dit vraiment de ton état, et surtout comment l'utiliser, voire l'influencer. Donc, c'est parti, on va se plonger là-dedans. Alors, c'est intéressant aussi la HRV parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre idée commune. C'est-à-dire qu'on pense en général qu'un cœur sain, c'est un cœur qui est régulier. C'est que si un cœur bat de façon régulière, c'est que tout va bien. Et que, au contraire, s'il y a des petites variations dans les battements du cœur, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, quelque chose de potentiellement inquiétant. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. La HRV, c'est donc pas quelque chose qui va calculer notre fréquence cardiaque, mais plutôt l'espace entre les battements, la variation entre chaque battement. Un cœur sain, c'est pas un cœur qui est régulier. Il accélère le cœur généralement, non, pardon, il accélère légèrement à l'inspiration et il ralentit légèrement à chaque expiration. Alors, je dis légèrement parce qu'on est en microsecondes, mais cette micro-variation, c'est donc la HRV. Et plus de variabilité, c'est un bon signe. Parce que ça veut dire que c'est un système qui est flexible, qui s'adapte, qui est résilient et voilà, qui va pouvoir s'adapter, qui va pouvoir ralentir quand il faut ralentir, accélérer quand il faut accélérer. C'est un peu comme enfin, c'est pas un peu, c'est notre système nerveux où on veut pas être tout le temps relax, on veut être actif quand il est temps d'être actif et on veut se détendre quand il est temps de se détendre. Donc, c'est toujours cet effet un peu boucle d'or où on veut ouais, on veut pas être trop d'un côté ou trop dans l'autre. Et c'est pareil avec notre cœur, avec nos battements du cœur, avec notre fréquence cardiaque. On veut avoir cette souplesse, cette flexibilité dans la fréquence cardiaque. Et c'est un marqueur qui est donc intéressant, cette HRV, parce que, comme vous le savez déjà, si vous avez déjà suivi mes épisodes de podcast, on en parle régulièrement ici, le système nerveux autonome, il a deux modes. Un mode d'accélération, qui est le mode sympathique, le mode fight or flight, le mode voilà, où on va faire des choses, et l'inverse, le frein, le mode de récupération qui est le mode parasympathique via le nerf vague. Et ça va être important parce que dans les thérapies liées à la HRV, on veut stimuler le nerf vague. Et quand les deux dialoguent bien, le rythme flexe d'un battement à l'autre. Et cette flexibilité, c'est un signe que notre système, comme je disais, est capable de s'adapter. Ce qui va venir mettre des bâtons dans les roues de cette flexibilité, c'est le stress, c'est la fatigue, c'est la maladie, c'est l'alcool, c'est un mauvais sommeil. Donc, c'est tout ce qui nous plombe un peu. Dans ces moments-là, quand on est très stressé, quand on est malade, ou quand on dort pas assez, notre système va se rigidifier, la variabilité va se rétrécir, va diminuer, et on va être moins résilient de manière générale. Donc, savoir si notre HRV est plutôt haute ou plutôt faible, et surtout savoir
avoir cette idée de notre tendance générale dans le temps, on va y revenir à ça aussi, c'est effectivement un marqueur intéressant. C'est quelque chose qui peut nous dire, oula, il faut que je fasse attention. Parce que de manière générale, notre corps va nous dire, va nous envoyer des signaux de stress, de fatigue, tout ça, et on va bien sentir que tout ne va pas bien. Mais parfois, on peut être tellement pris dans le quotidien, dans les choses qu'on a à faire, etc., qu'on s'en rend même pas compte, en fait. Ou bien, on sent pas encore qu'on est en train de tomber malade, mais notre HRV commence déjà à descendre, par exemple. Donc, ça peut nous donner des informations. Et, euh, et pourquoi tout le monde en parle maintenant de cette HRV? C'est comme je disais dans l'intro, maintenant avec les Apple Watch, avec les Oura Rings, avec les Whoop, avec tout ce qui est toutes ces montres et ces bagues connectées, on a accès à cette mesure et c'est quelque chose qui est précieux, mais qui a aussi un double tranchant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait aller dans un laboratoire pour connaître sa HRV. Maintenant, on y a accès quand on le veut. On peut juste regarder sur sa montre. Et donc, ça peut créer à la fois un souci de fixation sur les données. On peut être complètement obnubilé et suivre sa HRV en temps réel à tout moment de la journée. Et ça fait aussi que sur les réseaux sociaux, comme toujours, quand il y a quelque chose de nouveau, de trendy, on entend beaucoup d'exagération, on entend beaucoup de raccourcis ou d'affirmations absolues. Et voilà, il y a pas mal d'exagération sur le sujet aussi. Cela dit, il y a eu une méta-analyse qui a été faite par Gussel, Curtis et Hoffman en 2017. Donc une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé 24 études qui avaient été faites sur euh, le biofeedback de HRV, donc des participants, c'était 484 participants entraînés au biofeedback de HRV pour le stress et l'anxiété. Donc ils ont étudié le, la validité de la thérapie d'une intervention thérapeutique basée sur la HRV, sur le stress et l'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette expérience? Ils ont donc utilisé du biofeedback, c'est-à-dire qu'en temps réel, ils donnent un téléphone connecté, un appareil connecté aux participants qui montre leur HRV, qui montre les variations de leur rythme cardiaque, de la fréquence de leur rythme cardiaque en temps réel. Et les participants, avec des techniques de respiration, souvent ils vont ralentir leur rythme de respiration pour essayer d'augmenter leur HRV. Et ce qu'ils ont observé dans cette étude, c'est que à la fin de l'étude, il y avait une réduction importante du stress et de l'anxiété auto-rapportée par ces participants. Alors, c'est une nuance qui est importante à garder, c'est que les mesures sont auto-rapportées. Au début de l'étude, ces participants ont estimé qu'ils avaient tel niveau de stress et tel niveau d'anxiété. À la fin de l'étude, ils ont fait le même rapport. Et ils ont donc observé que leur stress et leur anxiété avaient diminué de manière significative. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose qu'on peut mesurer scientifiquement plutôt que quelque chose qui est auto-rapporté. Et les auteurs de l'étude, de la méta-analyse, ont même eux-mêmes noté qu'il faudrait encore d'autres études bien contrôlées pour confirmer ces premiers résultats. Mais c'est toujours le cas, en fait, dans toutes les études, enfin, dans les recherches qui sont sur des choses assez récentes comme ça, ou même dans tout ce qui est domaine mind-body, il n'y a pas beaucoup de financement, en fait. Et c'est aussi des choses qui sont parfois très difficiles à mesurer de façon scientifique. C'est pas comme, je sais pas, une concentration d'un liquide ou d'un taux d'hormones ou quoi. C'est quelque chose qui est de l'ordre parfois du ressenti. Et donc, ça fait des études qui sont considérées comme moins fiables. Pardon. Mais ça nous donne quand même une bonne idée de l'impact que ça peut avoir, de l'intérêt qu'on peut donner à ce genre d'approche thérapeutique. Et on peut se dire, OK, bah, peut-être que je vais essayer et voir quel est l'effet sur moi, ça vaut le coup. Euh, donc voilà, donc c'est un indicateur de tendance. Et c'est là que je vais revenir sur l'importance, sur la nuance à donner
ah pardon, sur la nuance à apporter à ce chiffre qu'on peut voir, auquel on a accès tout le temps. Il faut vraiment le voir comme un indicateur de tendance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder tous les jours ou même plusieurs fois par jour ça HRV pour en décider si on va bien ou si on va pas. On peut facilement tomber dans le piège de l'orthosomnie ou qui est de l'anxiété par rapport aux données. Mon rythme cardiaque est de temps, ma HRV est de temps, ça veut dire que je vais pas bien, ça veut dire qu'est-ce qui se passe en moi? Non, comme dit, notre corps va nous donner des signaux et c'est beaucoup plus important, beaucoup plus précieux à suivre que des données sur une montre qui sont même pas forcément fiables. Après, ça peut être intéressant de voir ça donc à la longue en fait, à long terme, de peut-être checker toutes les semaines ou même je sais qu'avec l'Apple Watch, on a droit à nos trends, à nos tendances et de voir si on a une tendance plutôt à avoir la HRV qui diminue, qui est donc pas bon signe, ou si on a plutôt tendance à la voir augmenter. Et si on voit qu'on a une tendance à diminuer, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, dormir plus ou mieux, ou voir si on peut pas diminuer son stress d'une façon ou d'une autre, faire un peu plus d'exercice, ou boire moins d'alcool, mieux manger, etc. Mais c'est un indicateur qui est influencé par donc le sommeil, par notre hydratation, par notre cycle menstruel, par l'alcool, par notre âge, par notre position du corps aussi. Donc il y a plein de variables qui entrent en jeu. Il faut pas se fixer et être obnubilé par le chiffre qu'on voit sur la montre. Vraiment observer la tendance au fil du temps et pas les variations d'un jour à l'autre. C'est comme quand on cherche à perdre du poids. Notre poids, le chiffre qui est sur la balance, est bien sûr influencé par notre taux de gras dans le corps, mais aussi par notre cycle menstruel, par ce qu'on a mangé la veille, si c'était beaucoup de glucides ou si on fait de la rétention d'eau, etc. Et ce qui fait que même si on est en phase de perte de poids, on va avoir des jours où on reprend un peu, des jours où on perd un peu plus, etc. Donc il vaut mieux se peser une fois par semaine, par exemple, et voir la tendance au fil du temps, plutôt que tous les jours et être effondré si on a l'impression de bien tout faire alors qu'on a gagné 200 grammes. Voilà. Et comment influencer en fait cette HRV? Comment faire si on n'a pas ce truc de biofeedback? C'est c'est quelque chose de la HRV, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut influer. C'est pas une fatalité génétique, on peut s'entraîner à l'augmenter. Et un des leviers les plus fiables pour le faire, c'est la respiration. La respiration lente, autour de 6 respirations par minute, c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Et il y a eu donc cette étude de l'erreur Vachillo et Vachillo qui est en 2000, où ils ont estimé que c'était entre 4,5 et 7 respirations par minute en fonction des gens. Donc c'est là le petit caveat, la petite nuance encore à apporter, c'est que la fréquence de résonance, elle change un petit peu d'une personne à l'autre. Mais on estime que autour de 6 respirations par minute, c'est un bon rythme à respecter pour tout le monde. C'est ça qui va nous donner en général le plus de bienfaits si on n'a pas accès à un appareil de biofeedback qui nous dit exactement quelle est notre fréquence à nous. Euh, donc 6 respirations par minute, c'est 5 à l'inspire et 5 à l'expire. C'est facile. Et c'est ce qu'on appelle la respiration en cohérence cardiaque, qu'on renforce par cette respiration notre frein parasympathique dans l'instant et sur la durée. Donc on a un effet calmant, relaxant immédiat et sur la durée également parce que c'est comme toujours quelque chose qu'on veut pratiquer régulièrement, un peu souvent, comme toujours. Alors idéalement, on dit que c'est 3 fois par jour pour la cohérence cardiaque, donc 3 fois 5 minutes, disons. 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Après, comme toujours pour ce genre d'intervention thérapeutique, tout est du bonus en fait. Il y a pas tout, voilà, si on peut pas en faire 3 fois par jour, et qu'on peut en faire juste une fois le matin, c'est super, c'est du bonus, c'est du mieux pour notre corps, c'est de l'entraînement.
Donc c'est voilà, il faut pas se dire: «Je peux pas en faire la dose optimale, donc ça sert à rien que j'en fasse». Tout à fait. C'est un biais cognitif qu'on a tous et qu'on a voilà, qu'on a tendance dans lequel on a tendance à plonger à corps perdu. Mais voilà, 5 minutes de cohérence cardiaque, idéalement 3 fois par jour. Si on peut le faire un peu moins souvent, c'est toujours ça de gagner. Et j'ai mis en ligne une vidéo d'ailleurs ce dimanche pour t'aider à découvrir cette pratique de cohérence cardiaque. On y combine plusieurs techniques, dont la cohérence cardiaque, mais on commence avec une stimulation du nerf vague. Donc, comme je disais, c'est lui qui est responsable de la réponse de relaxation dans le corps et c'est souvent ce qui pêche finalement. On a toujours plutôt tendance à être bloqué un peu plus sur l'inspiration et pas assez expirer, donc pas assez ralentir et pas assez être chill. Donc on va commencer par préparer un peu le terrain avec de la stimulation du nerf vague et ensuite on plonge dans 5 minutes de cohérence cardiaque. Va voir la vidéo. Dis-moi si tu as appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui et n'hésite pas à me poser tes questions, à laisser des commentaires. Je suis toujours heureuse de vous entendre, même si la luminosité aujourd'hui est un peu sombre et mon background n'est plus aussi choupi qu'avant, mais ça va revenir. À très très vite. Merci beaucoup. Ciao ciao.